Dans cette vidéo, on va voir s'il vaut mieux investir sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq et si la compétition entre ces deux ETF ne relève que de la performance. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Déjà, commençons par le début et découvrons à quoi correspondent nos deux ETF. Le S&P 500, pour commencer par lui, est un indice qui a été créé de toutes pièces par la société Standard & Poor's, qui est composée des 500 plus grosses sociétés américaines. En gros, pour faire simple, la seule chose à retenir, c'est que si tu investis sur un ETF S&P 500, tu vas investir sur les 500 plus grosses sociétés américaines, quel que soit leur domaine, leur gestion ou leur performance. Passons maintenant au Nasdaq. Eh bien, le Nasdaq, c'est simplement une place boursière comme l'est le New York Stock Exchange ou le Euronext chez nous aujourd'hui, qui compte à peu près 3000 titres cotés. Et pour pouvoir suivre les titres de cette place boursière, il y a deux indices qui ont été créés. L'indice le plus global, c'est le Nasdaq Composite, qui est composé d'un très grand nombre de sociétés, car il en abrite 934. Et de l'autre côté, tu as le Nasdaq 100 qui est l'indice le plus connu car c'est celui-ci que tu peux acheter directement via des ETF. Et cet indice, à l'inverse de son grand frère, lui est beaucoup plus petit car il est composé seulement de 100 titres, mais ce ne sont pas n'importe quels titres, ce sont tout simplement les 100 plus gros de la place Nasdaq, excluant les sociétés financières. Et tu l'as compris, à l'inverse de l'indice S&P 500 qui lui est composé d'actions quelle que soit leur place de marché, quel que soit leur secteur, tant que les actions sont américaines c'est bon, et bien le Nasdaq 100, lui, il est composé uniquement de sociétés se trouvant sur la place de marché Nasdaq, ce qui veut dire que si demain il y a des sociétés comme Google, Amazon, Apple ou Nvidia qui décidaient de quitter cette place de marché pour rentrer officiellement au NYSE, et bien l'indice perdrait une très grande partie de sa valeur car il n'investirait plus du tout sur ces sociétés, contrairement au S&P 500 qui lui continuerait d'investir dessus, quelle que soit leur place de marché, tant que ces sociétés font partie des 500 plus grosses américaines. Bien, maintenant que l'on sait tout cela, nous avons creusé notre premier fossé entre nos deux ETF. Tu l'as compris, le premier, le S&P 500, est un ETF qui ne peut pas changer du jour au lendemain, alors que le Nasdaq 100, lui, peut changer si jamais une action choisit d'être cotée ailleurs. Alors, je n'ai pas creusé le sujet dans cette vidéo pour te dire quels étaient les intérêts qu'auraient les entreprises à faire ce genre de mouvement, mais si tu veux, je pourrais te faire une vidéo spéciale dessus si ça t'intéresse, parce que c'est quand même un point qui est hyper important si jamais tu veux investir sur le Nasdaq 100. Bien. Maintenant que l'on a vu notre première énorme différence dans leur fonctionnement profond, ce que l'on va faire, c'est que l'on va comparer deux ETF de ces deux indices pour en savoir un tout petit peu plus sur leur performance passée et voir ce que ça donne en tant qu'ETF. Mais avant cela, n'oublie pas de me mettre un gros pouce bleu. Pour toi, ce n'est pas grand chose, mais pour moi, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Donc, pour comparer nos deux indices, je vais prendre un ETF S&P 500 de chez BNP Paribas et le Nasdaq 100 de chez Amundi, car ils sont tous les deux éligibles au PEA. Pour les comparer vite fait, tu vois que l'ETF de chez BNP Paribas a des frais de 0,15% par an comparé au 0,30% de celui du Nasdaq, ce qui est quand même 2 fois plus. Donc en fonction des années et de ton capital, ces frais peuvent avoir un impact assez significatif, donc il faut faire assez attention. Ils sont tous les deux capitalisants et synthétiques, ce qui est totalement normal étant donné qu'en investissant sur un ETF américain avec le PEA, tu ne pourras avoir que des ETF qui sont synthétiques. Et au niveau de leur encours sous gestion, eh bien le S&P 500 explose le Nasdaq avec presque 10 fois plus d'encours sous gestion. Maintenant que tous ces petits points de détail sont passés, on va rentrer dans le vif du sujet avec la composition de ces deux ETF. Pour ce qui est des 10 premières positions, on retrouve quasiment les mêmes sociétés, à savoir Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta et Broadcom. Et les seules différences qu'il va y avoir, c'est que dans le top 10 du S&P 500, on retrouve la société Berkshire Hathaway et la société Eli Lilly qui sont cotées toutes les deux au NYSE et qui ne peuvent donc pas se retrouver dans l'ETF Nasdaq. Et à la place, au niveau du Nasdaq 100, nous on retrouve des sociétés Costco et Tesla. Pour ce qui est du poids maintenant des 10 premières actions de l'ETF, tu vois que sur notre ETF S&P 500, les 10 premières positions représentent à peu près 35,78% de l'indice, alors que pour le Nasdaq, en seulement 10 positions avec les 10 premières sociétés, eh bien elles représentent plus de 50% de l'indice à elles seules. Pour ce qui est des secteurs, on voit que la technologie est en tête dans les deux ETF et sur le Nasdaq, ce secteur représente plus de la moitié de l'indice, alors qu'au niveau du S&P 500, la tech ne représente que 32% de cet indice. Et comme tu peux le remarquer, sur l'ETF S&P 500, on investit sur la santé à hauteur de 11,72%, alors que sur le Nasdaq, c'est juste 6%. Et comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir investir sur les sociétés financières avec le S&P 500 à hauteur de 12,41%, alors qu'avec un ETF Nasdaq 100, tu ne peux pas investir sur les sociétés financières, donc tu es à 0%. Bien, maintenant que l'on a fait cette petite comparaison comme ça, je vais donner des points pour chaque ETF en fonction de leurs caractéristiques pour essayer de les départager. Donc pour ce qui est des frais de l'encours sous gestion, il n'y a pas photo, les 2 points vont au S&P 500 car il a beaucoup moins de frais et un beaucoup plus gros encours sur gestion.
Pour ce qui est des poids des 10 premières positions, eh bien on en parlera juste après, mais en fonction de ta stratégie, je pense que ça peut être vraiment génial d'investir sur un ETF Nasdaq 100, mais pour une solution on va dire un petit peu plus globale, je pense qu'un ETF S&P 500 sera beaucoup mieux diversifié au niveau des positions, tout comme au niveau de la diversification des secteurs qui sont quand même hyper concentrés sur la tech au niveau d'un ETF Nasdaq 100. Donc je pense que je mettrai 2 points on va dire pour un ETF S&P 500 de manière globale et de manière générale. Et maintenant que l'on a vu ça, on va regarder ce qui nous intéresse vraiment en bourse, à savoir la performance. Donc pour ce qui est de la performance de nos deux indices, tu vois que en bleu tu as le Nasdaq et en rouge tu as le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, sur les 6 derniers mois, il a augmenté de 1,25% alors que le S&P 500 a augmenté de 4,62%. Sur un an, tu as par contre le Nasdaq qui est passé devant avec 17,95% et le S&P 500 avec 16,23%. Et ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que le Nasdaq est beaucoup plus volatile que le S&P 500. Alors pourquoi je te dis qu'il est plus volatile que le S&P 500? C'est parce que si tu regardes au niveau de cette période, le 19 avril, ils étaient quasiment tous les deux au même point et tu vois que le Nasdaq est monté beaucoup plus fort. Et là maintenant qu'il y a les marchés qui baissent, eh bien le Nasdaq et le S&P se retrouvent quasiment tous les deux au même niveau alors que le Nasdaq était monté beaucoup plus haut. Donc ça c'est une preuve de volatilité beaucoup plus forte de la part du Nasdaq. Sur 5 ans, on voit que le Nasdaq quand même est un peu plus performant car il affiche 136% de performance contre 81% pour le S&P 500. Et enfin, si on prend la période la plus longue possible, tu vois que le S&P 500 se fait juste dégommer par le Nasdaq car le Nasdaq a plus de 2000% de performance alors que le S&P 500 est en dessous des 600%. Et une fois de plus, ce que je peux te montrer, c'est à ce niveau-là, tu vois, au niveau de la crise des années 2000, il y a le Nasdaq qui était monté très fort pour ensuite se rétablir très fort. Donc là, on le voit pas bien au niveau du S&P 500, mais c'était beaucoup moins violent. Tu vois que le Nasdaq ensuite s'est envolé à partir de 2008-2009 avec les valeurs technologiques. Donc tu vois que ça a fait une ascension de fou furieux. Et par contre, tu vois que ici en 2021, là où sur le S&P 500, on voit une petite baisse, mais ce n'est rien de très flagrant, et bien sur le Nasdaq, tu vois qu'il s'est vraiment totalement écroulé. Donc ce qui en fait un indice qui est beaucoup plus performant par rapport au S&P 500, mais aussi énormément plus volatile. Donc il va falloir faire attention à ces stratégies. Maintenant passons à la conclusion de cette vidéo et on va voir quel est le meilleur des ETF et est-ce que malgré ses super performances, le Nasdaq est-il quand même à privilégier pour investir en bourse à long terme ou non? Eh bien déjà le premier point de cette conclusion c'est que l'ETF Nasdaq se contente d'investir sur une seule place de marché, ce qui peut être plutôt dangereux comme je te l'ai dit pour l'indice si jamais il y a un changement, un déménagement de société vers une autre place boursière. Donc ça il faut vraiment y faire attention. Ensuite un autre point qui peut être un avantage mais aussi un inconvénient en fonction de ta stratégie, ça va être de la concentration des 10 premières valeurs et du poids qu'elles ont. Par exemple pour une personne qui cherche à investir sur du très long terme et à couper la volatilité, à être bien diversifié, etc. Eh bien ça va être un super gros point négatif. Maintenant si jamais tu préfères avoir tes efforts qui sont concentrés sur un tout petit nombre d'actions et un seul secteur parce que la technologie prend quand même 50%, eh bien je pense que ça peut vraiment être parfait comme ETF pour investir dans ce cas-là. Après pour une personne qui est relativement lambda, qui n'a pas de stratégie précise et qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, eh bien je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart de cet ETF. Et d'ailleurs je t'ai parlé des 10 premières positions qui prennent une énorme place dans le secteur, mais comme je t'ai dit la technologie en prend une aussi très importante, donc il faut vraiment être à l'aise avec ça, à se dire que à l'avenir la technologie va continuer à prendre de plus en plus de place, va continuer à surperformer les autres marchés, et si tu n'es pas à l'aise avec ça, eh bien je pense qu'il faut juste que tu passes ton chemin. Après ce que tu peux faire en fonction de ta stratégie, bien évidemment, ça va être de pouvoir allouer une toute petite partie de ton portefeuille sur cet ETF pour réussir à capter un tout petit peu plus de performance que sur un ETF S&P 500, mais pour ça il faut investir à très long terme. Et je ne sais pas si tu as vu ma vidéo où je te parle des différentes manières de te constituer un portefeuille ETF, mais l'une des stratégies que tu peux mettre en place, ça va être de pouvoir investir par exemple 90% de ton patrimoine sur un ETF S&P 500, si jamais tu veux de la stabilité, et tu peux investir 10% dans un ETF Nasdaq pour essayer de booster et augmenter un tout petit peu ton exposition à des sociétés technologiques et au secteur technologique. Et pour finir, nous avons parlé des ETF sur le PEA, mais personnellement, j'investis aussi avec un compte titre et l'un des ETF sur lequel
lequel j'ai investi, qui pour moi est quand même bien meilleur que le Nasdaq, et pour beaucoup de raisons, c'est un ETF S&P 500 Information Technologic. Et cet indice, il est quand même beaucoup plus performant qu'un ETF Nasdaq 100, et parce qu'il est tout simplement aussi beaucoup plus précis. Et si jamais tu veux que je te fasse une vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que je préfère cet indice au Nasdaq 100, eh bien tu m'exploses ce pouce bleu et dans la barre des commentaires, tu me marques Nasdaq vs Infotech et je te ferai une vidéo sur ça très vite. En tout cas, si